Bonjour à tous. Bien écoutez, aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant et en marge du match OM Bordeaux, donc qui a eu lieu hier le 30 octobre 2016, le 0-0. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, pas forcément que sur le match, donc sur le match en lui-même, bien sûr, sur les joueurs, sur la tactique, mais aussi sur pas mal de choses qui se sont passées en marge du match. Donc je vais essayer de découper mon propos en plusieurs parties parce que je vous avoue qu'il y a des choses qui me mettent vraiment assez en colère et je vais essayer de pas trop m'enflammer, de rester assez posé dans mon raisonnement et de vous présenter les choses, on va dire, de manière séquentielle. Alors on va commencer par le match en lui-même et en particulier le contenu. On est tous d'accord, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que ce match a été vraiment une purge sans doute. Mais surtout, bon, un match assez ennuyeux, ça c'est certain. Un match où il y a eu un déchet technique assez important, un match assez pauvre en occasion, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et surtout un match entre deux équipes qui, on va dire, dans l'état d'esprit, euh, peut-être que Marseille cherchait à gagner ce match. Bordeaux, je pense, ça venait avant tout pour pas le perdre. Marseille n'avait pas forcément la qualité intrinsèque pour aller arracher la victoire, surtout au vu des événements qui se sont déroulés pendant la rencontre. Et Bordeaux, je pense, n'a pas, on va dire, cherché absolument à attaquer pour prendre des 3 points qui auraient pu être prenables de toute façon. Ce sont deux équipes qui, je pense, sont d'un niveau en termes de joueurs, de qualité individuelle assez équivalent. Et si on, si on met de côté, on va dire, les événements du match, le résultat brut est finalement assez logique. Même si je considère, moi, que la plupart des commentaires et la plupart des observateurs que j'ai entendus analyser ce match, aussi, et même sur les réseaux sociaux, je les ai trouvés quand même assez gentils, notamment avec notre charnière. Alors quand je parle de charnière, je parle évidemment des 4 joueurs qui composent cette charnière, Pelé, Doria, Rolando et Lassana Diarra, euh, qui pour moi n'ont pas apporté des gages techniques suffisants pour pouvoir avoir une expression collective aboutie. En termes de relance, c'était pas ça, même si, et il faut bien admettre quand même, en particulier lorsqu'on parle de Doria, que Doria a été quand même impérial, on va dire, dans le duel, dans le 1 contre 1, et il a quand même permis d'annihiler à plusieurs reprises des situations chaudes, et notamment en première mi-temps, et également en fin de match aussi, des situations de contre assez dangereuses pour Bordeaux, même si c'est lui, évidemment, Doria, qui commet cette énorme bourde à la relance, qui aurait pu profiter au jeune attaquant bordelais s'il ne s'était pas pris les pieds dans le tapis tout seul en première période. Mais je trouve que dans l'expression collective, avoir une charnière, on va dire, techniquement, alors bien sûr, quand je dis techniquement limité, il est évident que Diarra n'est pas un joueur techniquement limité. Le problème de Diarra dans ce match, ça a plutôt été l'implication. Diarra a fait, on va dire, le taf qu'il sait faire à la récupération, mais Diarra ne s'est pas fait violence ni pour se projeter vers l'avant, ni pour permettre à Maxime Lopez de ne pas trop dézonner, de ne pas trop redescendre, ce qui a nuit aussi à l'expression du quatuor, on va dire, offensif qu'il composait avec Sarr, Thauvin et Gomis, puis Iseka lorsque Gomis s'est blessé. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que Lassana Diarra aurait pu en faire bien plus pour ne serait-ce qu'on va dire permettre au milieu qui était devant lui, que ce soit Lopez et Machache, même si Machache a été moins bon après, mais même Cabella, aurait pu en faire plus pour permettre à son équipe déjà de jouer plus haut et ensuite d'avoir une expression collective un peu plus aboutie. Après, en ce qui concerne les joueurs de côté, bon, je vais pas réinventer l'eau chaude, hein. Il est certain que Fanny et Bedimo ne sont pas les plus grands latéraux offensifs et les plus grands attaquants du monde. Fanny, de toute façon, a toujours eu un profil plus défensif qu'offensif, et avec l'âge en plus, il a perdu forcément de son physique et de sa vélocité, donc il ne faut pas s'étonner de le voir assez peu attaquer. Je suis assez surpris par contre des commentaires que je peux entendre sur Bedimo qui sont extrêmement durs. Je pense notamment à certains consultants du Phocéen, du site lefocéen.fr, qui sont extrêmement durs avec Bedimo,
Euh, J'entends pas de technique, j'entends pas de prise de risque, j'entends aucune montée. Bon, euh, je sais pas si on voit tout à fait les mêmes matchs. Alors il est certain que Bedimo n'est pas un génie, ne sera jamais un Jordi Alba, mais il faut pas quand même oublier que la plus grosse occasion olympienne en deuxième mi-temps sur cette combinaison avec Cabella qui aboutit avec une frappe, un plat du pied d'Aaron Leia Iseka à côté, c'est quand même Bedimo qui lui donne le ballon. Et Bedimo, à ce moment-là, il est dans la surface de réparation bordelaise. Donc il faut aussi pas avoir, il faut quand même aussi avoir un peu de recul parfois sur le match et surtout sur les performances individuelles. Je veux bien que Bedimo soit la tête de turc que certains, mais je ne pense pas qu'il soit aussi nul que ce qu'on dit. En tout cas que ce que certains commentateurs et analystes présumés peuvent le dire. Voilà. Donc ça, c'était juste pour remettre un peu les choses dans l'ordre concernant Bedimo. Après, au niveau des milieux de terrain, bon ben c'est pareil, hein, je vais pas aller à contre-courant de l'opinion générale, mais je tiens quand même vraiment à tirer un coup de chapeau à Maxime Lopez parce que le gamin, il a 18 ans, c'est son premier match titulaire au Vélodrome devant 57 000 personnes. Eh ben, il a pas eu froid aux yeux, le gamin, hein. Il a essayé de se projeter, il est venu récupérer les ballons dans son camp, il a essayé de remonter la ballon, et surtout, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, et moi, ça fait longtemps, alors, je sais bien, il faut pas s'enflammer, hein, évidemment, on me parle du nouveau Samir Nasri, alors déjà, premièrement, c'est pas du tout le même genre de joueur que Samir Nasri, euh, c'est pas non plus le même poste. Je pense que Samir Nasri est plus un meneur de jeu que Maxime Lopez, qui, je pense, lui aime avoir le jeu devant lui. Et je vais m'expliquer en disant ça. Maxime Lopez est un joueur bon techniquement, c'est certain, mais je pense que ce n'est pas le meilleur joueur techniquement de l'équipe. Je pense qu'un Cabella, par exemple, lui est supérieur techniquement, voire même un Thauvin. Par contre, Maxime Lopez est un joueur qui a une intelligence de jeu, qui est capable de jouer juste en termes d'intelligence de jeu, qui a aucun équivalent déjà dans l'équipe, dans le club, mais qui vraiment il est épatant dans l'intelligence de jeu. Maxime Lopez est un joueur qui prendra toujours la bonne décision. Il réussira pas toujours tout, techniquement. Il ratera des passes, il ratera des contrôles, il ratera des ouvertures, mais il cherche toujours à mettre le ballon au bon endroit. Il a une vision du jeu et une intelligence de jeu qui lui permet de choisir toujours le bon joueur à qui donner le ballon, de se placer toujours dans le bon espace, là où il n'y a personne. Et vraiment, il est à l'écoute de ce que lui demande le jeu et il ne va pas à l'encontre du sens du jeu comme peut le faire un Cabella par exemple, qui lui n'arrive pas à sentir le jeu, n'arrive pas forcément à savoir quand, à quel moment ou à quel joueur donner le bon ballon. Ça, Maxime Lopez, il sait le faire. C'est un talent qui a l'air inné chez lui. Et c'est vraiment une qualité qui est très rare dans le football. Et ça, je tenais vraiment à le souligner parce que je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille. Je pense que le dernier joueur qui était comme ça, c'était Dragan Stojkovic. Pour vous dire que ça date pas d'hier. Voilà, enfin ça c'est un sentiment personnel, hein. Donc je ne vais pas m'amuser à comparer Lopez à Stojkovic, mais je pense que c'était à peu près le même profil de joueur qui était capable de mettre le bon ballon au bon endroit, au bon moment. Et ça c'est une intelligence de jeu que peu de joueurs, en particulier dans notre Ligue 1, ont. Et si Maxime Lopez arrive à ne pas se laisser griser, à être sérieux, et ça je compte sur Rudy Garcia évidemment pour l'aider, mais s'il arrive à pas se laisser griser par cette utilisation, par l'emballement médiatique autour de lui, ça c'est évident, hein, il y a un emballement, je pense qu'il peut devenir un très grand joueur. Pas techniquement, ce sera pas le nouveau Zidane, ce sera pas le nouveau Nasri, mais je pense que ça sera vraiment un joueur, peut-être, si je devais comparer, je dirais le nouveau Modric. Voilà. Pour moi, c'est exactement ce profil de joueur, un espèce de meneur de jeu un peu reculé, qui colle parfaitement dans un schéma en 4-3-3 en termes c'est un 8 quoi, un 8 à l'ancienne, et je trouve que c'est un très bon joueur dans ce sens-là, et vraiment moi je l'encourage le petit parce que il me fait vraiment plaisir, et surtout ça me fait plaisir d'avoir un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc j'espère surtout que les nouveaux dirigeants prendront soin de lui renouveler un bail pour qu'il reste le plus longtemps possible chez nous et qu'il puisse s'épanouir et révéler tout le talent qui est le sien en termes d'intelligence de jeu. Voilà. Après, bon, ben,
Sur les joueurs de côté, je vais pas trop en parler parce que beaucoup de choses ont été dites, en particulier sur la performance de Thauvin qui a été quand même encore très juste, très bon dans ses choix, dans ses prises de risques. Donc bon, il est régulier. Thauvin, c'est quelque chose qu'on ne le voyait pas faire avant. Je pense qu'en prenant un petit peu de bouteille aussi et d'expérience, il va arriver de plus en plus à épurer son jeu et il va réussir à être de plus en plus décisif. Je veux dire, c'est le joueur le plus dangereux de l'équipe, hein, ça c'est clair. Si on doit comparer par exemple à un Bounassar qui, pour moi, n'a pas du tout le niveau ni technique ni en termes d'intelligence de jeu pour jouer à l'Olympique de Marseille. Hein. Je me demande même s'il a le niveau pour jouer en Ligue 1 parce que de ce que j'ai pu voir de l'équipe de Bordeaux, des joueurs comme Douglas par exemple ont largement un niveau, ne serait-ce qu'un niveau technique largement supérieur à celui d'un Bounassar par exemple. Donc bon, je vois pas trop ce que fait Bounassar dans cette équipe. Après, je me doute bien que Garcia le met pas par hasard. Hein. Garcia doit le mettre peut-être parce que déjà il est droitier, que Garcia aime jouer en faux pied dans son 4-3-3, ce qui est logique puisque Garcia compte à ce que ses latéraux, ses arrières latéraux montent énormément. Donc il faut que les joueurs de couloir libèrent les espaces et c'est logique de jouer en faux pied dans cette configuration-là. Surtout quand on joue avec des meneurs de jeu reculés comme Maxime Lopez. Donc il est normal d'avoir des joueurs de côté qui jouent en faux pied. Donc Sarr étant droitier, bon, ça peut s'expliquer comme ça aussi. Et puis ça s'explique aussi parce que et Cabella et Alessandrini étant pas encore au top physiquement, ben, il reste plus grand monde. Peut-être Kawi aurait pu jouer à la place de Sarr, mais comme je connais pas Kawi, je peux pas trop en parler, je l'ai pas trop vu jouer, je peux pas trop en parler, mais je me doute bien que si Sarr est titulaire, c'est que Kawi ne montre pas suffisamment à l'entraînement à Rudy Garcia pour que Garcia se décide à le titulariser à la place de Sarr, de toute façon. Quant à Gomis, ben là, Gomis, bon, ben, il s'est blessé rapidement. Je comprends pas trop son choix de vouloir absolument rester sur le terrain. Je l'ai entendu en conférence de presse parler de voilà, d'une certaine forme d'exemplarité, de courage vis-à-vis et surtout de solidarité vis-à-vis de ses partenaires qu'il ne voulait pas laisser comme ça. Mais moi, je considère que quand tu n'es plus à 100%. Alors évidemment, on peut jouer tout en étant à 80 ou à 90%, mais quand là, il était vraiment très diminué, et ce n'est pas rendre service à une équipe que de jouer très diminué, parce que finalement, tu ne proposes plus rien, tu te déplaces plus sur le terrain, donc tu ne proposes pas de solution, donc finalement, tu mets dans l'embarras tes milieux de terrain. Euh, je pense qu'il aurait dû sortir bien avant, et là-dessus, je lui en veux, parce que même si on peut en vouloir au jeune Aaron Leia Iseka d'avoir vendangé, parce qu'il a vraiment vendangé, hein, c'était deux énormes occasions, en particulier sur le centre de la passe de Bedimo, où c'était vraiment une énorme occasion. Et donc on peut lui en vouloir d'avoir vendangé ces deux occasions, mais avec plus de temps de jeu, il aurait peut-être eu aussi plus d'occasions, et avec plus d'occasions, il aurait peut-être réussi à mettre un but. Bon, enfin ça, on ne peut pas le savoir. Donc voilà, j'en veux un petit peu à Gomis là-dessus. Je ne reviendrai pas, n'attendez pas de moi que je revienne sur cette histoire de penalty, pas penalty sur Thauvin. Ça, je le dis à chaque fois que je fais une vidéo et qu'il y a ce genre de situation. Là, l'arbitre a pris sa décision. Certains peuvent penser qu'il y avait penalty, d'autres non. De toute façon, ça n'a pas été sifflé. Il faut l'accepter. C'est un fait de jeu pour moi. Voilà. Donc je veux dire, c'est l'arbitre qui a raison. Même s'il prend la mauvaise décision, c'est quand même lui qui a raison et il faut l'accepter. Voilà. Sinon, c'est pas la peine de s'intéresser ou de jouer au football si on n'est pas capable de respecter les décisions de l'arbitre. Voilà. Donc ça, c'était pour les performances individuelles. Je vais en venir maintenant aux performances, à l'expression collective. Et là, franchement, je suis consterné. Alors, on voit de tout, hein, évidemment, sur les réseaux sociaux, on voit de tout. Et en particulier, j'ai été très amusé par les commentaires de certains supporters bordelais que je voyais sur, euh, sur les réseaux sociaux, dans le sens où finalement, je ne sais pas s'ils ont regardé le match de leur équipe, mais messieurs les Bordelais, vous êtes supporter de Bordeaux, donc parlez d'abord du jeu de votre équipe avant de parler du jeu marseillais. Je sais bien que vous pouvez ne pas nous aimer, vous pouvez très bien ne pas aimer l'Olympique de Marseille, trouver que c'était un club de racailles, de voleurs, de tout ce que vous voulez, peu importe, de toute façon, on n'empêche pas les gens de dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, soit. Mais arrêtez de parler que de Marseille. Parlez aussi un peu de votre club. Oui, d'accord, Marseille a été racheté par un Américain. Oui, c'est un baseballeur. Oui, Rudy Garcia a été viré de la Roma. Oui, Zubizarreta a été viré, encore a été viré.
c'est un raccourci un peu facile ce que vous faites, mais bon, il a été viré de Barcelone, d'accord, oui, très bien, mais enfin, c'est essayer peut-être d'abord de parler de votre club avant de cracher sur l'Olympique de Marseille. On n'a pas besoin que vous crachiez sur nous, vous savez, on a déjà assez de détracteurs de partout pour en plus voilà, avoir des supporters adverses qui en fait ne parlent que de nous. Donc soit vous êtes des supporters marseillais refoulés, auquel cas on vous accueillera les bras ouverts, mais encore faut-il l'assumer, soit vous êtes des jaloux, et auquel cas il faut l'assumer aussi. Mais arrêtez d'avoir un discours un petit peu double, quoi, un petit peu hypocrite. Voilà. Si vous ne voulez parler que de Marseille, eh bien venez supporter l'Olympique de Marseille, et là vous aurez une légitimité et surtout une connaissance du club suffisante pour pouvoir en parler. Donc à bon entendeur, salut, messieurs les supporters de Bordeaux, parce que là c'était Bordeaux, mais messieurs les supporters de tous les clubs, intéressez-vous d'abord, s'il vous plaît, à vos clubs avant de vous intéresser à l'Olympique de Marseille. Nous avons déjà assez à faire nous-mêmes avec nos détracteurs sur un plan national. Donc, je vous en prie, essayez de parler de vos clubs avant de parler du nôtre. Voilà. Donc ça c'est dit. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. C'est fait. Après, par contre, là où je voulais en venir par rapport à l'expression collective, bon, on a toujours forcément sur les forums, sur les réseaux sociaux, des supporters qui vont dire oui, mais bon, Garcia, il est censé avoir un jeu offensif, à Paris, il a joué à 5, à Clermont, on a souffert en deuxième mi-temps, on a fini à 5 derrière, et là, contre Bordeaux, on n'a rien vu offensivement. Je tiens juste à vous rappeler, messieurs, Garcia, ça fait combien de jours qu'il est là? Il est arrivé le vendredi qui précédait le match contre le PSG. Donc ça fait très exactement, aujourd'hui on est le lundi 31 octobre, ça fait très exactement 9 jours qu'il est là. 10. 10 jours, pardon. Ça fait 10 jours qu'il est là. En 10 jours, il a eu 3 matchs. Donc ça fait déjà 3 jours d'entraînement en moins. Il n'en reste plus que 7. Les lendemains des matchs, il n'y a pas d'entraînement, c'est le décrassage. Donc vous enlevez encore 3 jours. Il n'en reste plus que 4. Et les veilles de match, on ne fait pas d'entraînement, on fait de la préparation. Donc on fait de la mise en place, on fait de la vidéo, on fait du travail sur coup de pied arrêté. Donc vous enlevez encore 3 autres jours. Ce qui veut dire qu'il n'en reste un. Donc un seul jour, c'est-à-dire que Garcia, en tout et pour tout, depuis qu'il est là, n'a fait qu'un seul entraînement collectif. Comment vous voulez qu'il mette en place une expression collective et une expression offensive euh, aboutie en un seul entraînement? Donc je vous en prie, les gars, soyez un peu patients. De toute façon, les joueurs, ce sont les mêmes, à quelque chose près. Évidemment, il a lancé Lopez, ça c'était une bonne idée, hein, au vu de ce que le petit montre depuis qu'il est sur le terrain. Il a lancé Lopez, il a relancé Rolando, ça c'est pareil, c'était une bonne idée, même si ça va, Rolando, ce sera jamais Mats Hummels ou ce sera jamais, voilà, ce sera jamais Gérard Piqué ou Sergio Ramos, mais enfin bon, bref, voilà, c'est notre meilleur défenseur et Lopez c'est notre milieu de terrain, je pense le plus créatif. Donc il a quand même pris des décisions, il commence à installer son schéma, mais c'est pas en un seul entraînement collectif que le gars il peut avoir une expression offensive et une expression collective aboutie. Donc je vous en prie là aussi un peu de modération, messieurs, un peu de patience. Et tous ceux qui critiquent Garcia, qui commencent à critiquer Garcia, attendez encore un peu quelques semaines, bon sang. Ne soyez pas si impatients et on verra bien après ce que ça donne. Et n'oubliez pas surtout que les joueurs, ben, ce sont toujours les mêmes hein, malgré tout. En dehors de Lopez, c'est pas Rolando qui va permettre d'avoir une expression collective plus aboutie. Encore que, on pourrait parler de la relance, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais attendez un petit peu, quelques semaines et quelques entraînements que Garcia quand même mette en place un semblant d'expression collective. Voilà. Certes, Bordeaux, il faut quand même dire une chose aussi là-dessus, c'est que Bordeaux était remarquablement bien organisé tactiquement. Je veux dire, que ce soit sur les milieux offensifs qui bloquaient les montées de nos latéraux, que ce soit sur Thauvin qui était marqué, qui bénéficiait d'un marquage individuel, on va dire, extrêmement serré, voire même à deux, avec le milieu gauche bordelais. Je sais plus, je crois que c'était pas Certic, je me rappelle plus qui c'était, mais enfin peu importe. Donc voilà, donc à partir de là, ne soyez pas trop exigeants non plus. Là, c'est même plus de l'exigence. Soyez réalistes, quoi. Soyons simplement réalistes et laissons un peu de temps à Garcia pour mettre en place ses idées, mettre en place son schéma et ne pas crier au loup après un 0-0 contre Bordeaux où certes, oui, le match a été ennuyeux, mais
voilà, ne soyons pas impatients, soyons vigilants, soyons réalistes. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le match. Maintenant, je vais parler de choses qui sont un petit peu en marge et autour du match en soi. Et en premier lieu, je voulais quand même féliciter l'ensemble des groupes de supporters pour l'ambiance qui a été mise dans le stade. Parce que je veux dire, le fait qu'on ait un nouveau propriétaire, qu'on ait un renouveau, et d'ailleurs, j'en profite aussi justement pour glisser une remarque concernant l'optimisme qui est le mien quand on voit, on va dire, les changements opérés à la tête du club en très peu de temps, hein, parce que là, c'est vraiment une histoire de jours. Vraiment, je vois un président qui, alors je vais pas refaire tout le parcours, hein, Harvard, machin, tout ça, tout le monde le connaît maintenant, mais quand je vois un président surtout qui prend des décisions, je vois un président qui s'exprime dans la presse, qui a un discours clair, un discours simple, un discours cohérent, et ça, ça change de tout ce que j'ai connu jusque-là, hein. Pourtant, je peux vous dire, j'ai 35 ans et ça fait plus de 20 ans que je suis l'OM, 25 ans même que je suis l'OM. Je crois que j'ai jamais vu ça. Donc même à l'époque de Tapi, Tapi était un président à l'ancienne, donc c'était un président très omnipotent. Mais mais en termes de, c'est là aujourd'hui, on a un président moderne, on a un président pour moi qui a vraiment une stature de président. On a un actionnaire qui sait ce qu'il veut, on a un actionnaire qui a priori a l'air de savoir s'entourer. Donc voilà, que ce soit les nominations de héros, que ce soit celle de Garcia, que ce soit celle de Zubizarreta, même si je vous le concède, j'aurais préféré Monchi. Mais bon, Monchi, je pense, lui, déjà est courtisé par toute l'Europe et je pense qu'il a une préférence pour Paris. En tout cas, c'est ce qui transpire de ses dernières déclarations. Donc je pense que le choix de Zubizarreta est cohérent dans le sens où Zubizarreta va se mettre au service de Rudy Garcia, va se mettre au service de l'institution. Et là où on attend Zubizarreta, ce ne sera pas forcément sur les pépites dénichées au mercato, ce sera surtout pour remettre à plat tout le chantier de la détection, de la formation et de la cellule de recrutement. Moi, c'est là plutôt que j'attends Andoni Zubizarreta et j'attends de lui qu'il soit capable de mettre en place une structure, alors pas à la Barça, parce que la Masia, c'est vraiment une institution dans l'institution, donc on en est encore à des années-lumière, mais ne serait-ce qu'à la Bilbao, où on arrive déjà à dénicher et à rapatrier tous les talents de la région pour les faire progresser dans notre centre de formation à nous. Si déjà on arrive à faire ça, ce sera déjà un très très gros point positif et quelque chose qu'on n'aura jamais vu, je pense, qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire récente de l'OM, hein, tout simplement. Voilà, bon bref, ça c'était pour l'organigramme. Et je voulais simplement, pour revenir à mon propos initial, je voulais simplement voilà, féliciter les supporters qui se sont rendus en masse au stade, qui ont répondu à l'appel de la direction, de l'actionnaire, et qui ont mis une ambiance digne des plus belles ambiances que moi j'ai pu connaître à l'époque où j'étais abonné, parfois dans les années 2000. Donc, pourtant, c'était pas toujours facile, mais je me rappelle de certains matchs, et notamment de Coupe d'Europe, ou contre le Paris Saint-Germain, où les ambiances étaient fantastiques, et je suis très content d'avoir revu ça hier. Alors certes, on pourra toujours dire que la gratuité pour les moins de 14 ans accompagnés a aidé aussi à remplir le stade, mais 57 000 personnes qui ont mis l'ambiance, 57 000 personnes qui n'ont pas sifflé à la fin du match, qui n'ont pas sifflé à la mi-temps, qui ont encouragé les joueurs du début à la fin, qui n'ont pas forcément accablé, alors un petit peu pour ça effectivement, mais bon c'est vrai que ça, il les cumule quand même depuis quelques semaines, mais si j'en juge par exemple à la sortie de Machache, les supporters n'ont pas accablé les joueurs qui sont sortis en ayant fait une performance médiocre. Donc voilà, moi je tenais vraiment à les saluer parce que c'est quelque chose qui était rare, qui n'arrivait plus depuis longtemps. Et il y a un vent de renouveau qui souffle aussi dans les tribunes. J'en veux pour preuve d'ailleurs le super message qui a été mis à l'entrée du stade par les fanatiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Ce message anti-footix, là, vraiment, je, je leur tire mon coup de chapeau aux fanatiques et j'espère que ce genre d'initiative sera renouvelé parce que vraiment, ça, c'était quelque chose, c'était un message qu'il fallait faire passer, c'était quelque chose qu'il fallait absolument dire. C'est vrai que c'est quand même terrible de voir des gens aller au stade avec des couleurs. J'ai même vu, moi, de mes propres yeux, et pourtant on n'en était pas encore à l'ère Qatari, hein, quand j'étais abonné, je voyais des gens se rendre au stade Vélodrome avec le survêt du PSG quand même. Donc je suis ravi et je suis vraiment enthousiaste que les fanatiques aient posté
ce message-là et afficher ce message-là. Et j'encourage vraiment, je suis personne moi hein, pour encourager, mais j'espère vraiment que cette initiative ne restera pas lettre morte et que ça fera un effet boule de neige sur toutes les associations de supporters qui, je pense, sont conduites par des gens intelligents, par des gens qui, malgré tout, sont quand même conscients de certaines choses. Alors, je mets toujours à part les Yankees, hein, parce que les Yankees, je les ai côtoyés pendant des années, et je sais très bien comment fonctionnent les Yankees, donc pour moi, c'est la gangrène des supporters marseillais. Mais si on doit parler des autres clubs de supporters, même des types comme les MTP, qui sont catalogués comme un peu un club de racaille, que moi que j'ai pu fréquenter aussi, mais je pense que malgré tout, les leaders de ces groupes de supporters sont des gens qui sont conscients de certaines choses, et moi, je ne demande qu'à voir renouveler ce genre d'initiative parce que j'ai trouvé ça extrêmement bien et extrêmement le message était super quoi. Le message la façon dont il a été écrit et la façon dont il a été passé, j'ai trouvé ça absolument génial et j'espère vraiment que ça engendrera une réflexion globale de l'ensemble des groupes de supporters et de l'ensemble des supporters qui se rendent au stade tout simplement. Voilà, et donc pour finir, je voudrais pousser un énorme coup de gueule contre les commentateurs de Canal+. Alors, je l'ai déjà entendu dans certaines émissions, hein, je sais qu'il y a eu des coups de gueule qui ont été passés, mais c'est juste pas possible, quoi. Messieurs Stéphane Guy et Paul Le Guen. Alors, je vais pas trop taper sur Paul Le Guen. Paul Le Guen, bon, on sait, c'est un ancien joueur du PSG, c'est en plus un joueur du PSG à l'époque, PSG dans les années 90, donc c'était vraiment la rivalité exacerbée entre les deux clubs. Donc que Le Guen ne porte pas l'OM dans son cœur, ça, à la limite, ça se comprend. C'est pas très logique, mais bon, en tant que consultant, c'est pas très logique, mais ça se conçoit. Le Guen a dit à la fin du match, je peux pas m'enthousiasmer, je peux pas faire semblant de m'enthousiasmer quand le spectacle est morne et mauvais. C'est pas ce qu'on lui demande de toute façon en tant que consultant. On lui demande d'avoir une analyse technique, technico-tactique du match. Mais bon, c'est vrai que le choix de Paul Le Guen comme consultant, moi je suis pas là pour dire aux gens de Canal+ ce qu'ils doivent faire, mais entendre Paul Le Guen parler de technique individuelle quand on voit ce que lui était capable de faire, et entendre Paul Le Guen parler d'expression et de jeu d'allant offensif, quand on voit ce que lui était capable de faire à la fois en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur, le jeu prôné par Paul Le Guen dans ses différentes expériences, que ce soit à Lyon ou même après, enfin excusez-moi, mais bon, ça me fait un peu doucement rigoler. Alors oui, je vais bien sûr avoir des gens qui vont me dire, oui, mais bon, sous Paul Le Guen, Lyon a été 2 fois champion de France, etc. Il y avait du jeu, etc. Machin, machin. Enfin, rappelez-vous l'équipe qu'il y avait à Lyon à l'époque, hein. Les Juninho, les Viltor, les Sonny Anderson et compagnie, et compagnie. Enfin bref, peu importe. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais alors, Stéphane Guy, mais écoutez, je pense que je vais finir en faisant une lettre ouverte à Monsieur Stéphane Guy. Monsieur Stéphane Guy, vous êtes sûrement un éminent journaliste, vous avez travaillé vous avez un diplôme, vous avez de l'expérience. D'accord, très bien. Mais Monsieur Stéphane Guy, si le jeu prôné et si les affiches du dimanche soir ne vous plaisent pas, plutôt que de passer votre temps à vous plaindre du jeu qui est prôné, allez voir votre direction, prenez-vous par la main, allez voir votre direction, ou votre direction des sports, allez voir vos supérieurs, et dites-leur de ne plus programmer l'OM. Pourquoi vos supérieurs programment l'OM? Voilà, demandez-vous pourquoi vos supérieurs programment l'OM. Parce qu'ils savent très bien que l'OM fait vendre et parce qu'ils savent très bien que l'OM va faire de l'audience. Maintenant, si cela ne vous plaît pas, plutôt que de vous plaindre comme ça à la télé, allez directement voir vos supérieurs. Ça serait une démarche beaucoup plus professionnelle de votre part. Parce que ce que vous faites là, monsieur Stéphane Guy, à la télévision en direct devant des millions de téléspectateurs, vous remettez tout simplement en question les choix de votre hiérarchie, monsieur Stéphane Guy. Faites attention à ça parce que moi, personnellement, je fais la même chose que vous dans mon entreprise et je sous-entends, en faisant ces commentaires-là, vous sous-entendez que votre hiérarchie prend de mauvaises décisions au niveau stratégique. Donc moi, si je fais ça dans ma boîte, dans la boîte qui m'emploie, si je remets en question les choses stratégiques de ma direction, la première chose que va faire ma direction, c'est me convoquer dans son bureau pour me donner un avertissement, et si je le reproduis, elle me vire. Vous, ça fait 4 matchs que l'OM joue le dimanche soir. Alors certes, les matchs ne sont pas, on est tous d'accord, les matchs ne sont pas bons, mais
Vous l'avez fait contre Paris, vous le refaites contre Bordeaux. Moi, je vous dis, monsieur Stéphane Guy, prenez-vous par la main, allez voir votre direction et demandez-leur soit de changer leur programmation, soit de ne plus être le dimanche soir à la télé. Parce que finalement, monsieur Stéphane Guy, vous y êtes le dimanche soir à la télé. Donc vous y trouvez forcément votre compte vous aussi. Alors arrêtez de dénigrer toujours la programmation du match. Pour faire un bon match, il faut être deux équipes. D'accord. euh, les deux équipes là n'ont pas fait le match qu'il fallait, on est d'accord aussi, mais vous êtes là pour commenter, vous n'êtes pas là pour vous plaindre pendant 90 minutes de la pauvreté du jeu proposé. Si vous voulez vous plaindre, vous allez dans le bureau, vous prenez rendez-vous avec votre directeur, votre responsable, votre chef, et vous allez lui dire dans son bureau ce que vous pensez, et vous lui dites soit vous changez votre programmation, soit vous m'enlevez de l'antenne le dimanche soir. Voilà, mais arrêtez de nous de nous bassiner avec vos plaintes, avec vos lamentations. Nous, on est là pour regarder un match de football. On n'est pas là pour entendre dénigrer que ce soit les supporters marseillais ou les supporters bordelais. On n'est pas là pour vous entendre dénigrer nos équipes favorites à longueur de temps. Donc, soit vous dites à votre hiérarchie de changer sa programmation. Moi, je serais tout aussi content de regarder un match le dimanche après-midi ou le samedi soir sur une chaîne payante ou le samedi après-midi. Si maintenant vous préférez, et je vous comprends parce que c'est une équipe qui joue très très bien au football en ce moment, si vous préférez avoir Nice le dimanche soir, vous allez voir votre hiérarchie et vous leur dites, mais vous arrêtez de faire ce que vous faites, parce que faire ce que vous faites, ce n'est pas professionnel. Voilà. Sur ce, monsieur Stéphane Guy, j'espère, je suppose, et vous serez d'accord avec moi, j'espère que le prochain match de l'Olympique de Marseille qui sera diffusé le dimanche soir, ce ne sera pas celui à Montpellier, mais peut-être les prochains. J'espère sincèrement que l'équipe de l'Olympique de Marseille me proposera et vous proposera de fait un meilleur spectacle. Mais d'ici là, j'espère que vous prendrez conscience quand même de votre attitude, de votre comportement, qui n'est absolument pas digne d'un professionnel, qui est écouté et qui est entendu par des millions de téléspectateurs le dimanche soir. Voilà. Donc sur ce, bien écoutez, malgré tout, ça reste un point de prix. Comme l'a dit Rudy Garcia, on est remonté dans la première partie du classement. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'on arrivera à faire un bon résultat, pourquoi pas une victoire à Montpellier, après une semaine complète d'entraînement, voilà, d'entraînement collectif, où on va pouvoir répéter ses gammes, où on va pouvoir répéter ses automatismes, on va pouvoir répéter des combinaisons à l'envie. Voilà, ce que j'espère, c'est que contre Montpellier, il y aura une petite progression. Je dis pas un match entier abouti, mais si on peut avoir par exemple une première mi-temps contre une opposition plus forte évidemment que celle de Clermont, mais une première mi-temps du type de celle qu'on a vue à Clermont contre Montpellier, ce sera déjà pas mal. Et si en plus ça nous permet de ramener un résultat positif, en supposant peut-être qu'on aura les retours, je ne sais pas, peut-être de Cabella, peut-être de Vainqueur aussi, qui pourra apporter peut-être une plus-value au milieu de terrain, peut-être de Sakai, on verra, enfin bref, on verra. Donc moi ce que j'espère, c'est tout simplement qu'on puisse ramener un résultat positif de Montpellier, parce que si on met de côté, on va dire, cet aspect terrain, je suis ravi, enchanté même, de voir tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui autour de l'Olympique de Marseille, et quoi qu'en disent certains alors j'aime pas du tout ce terme-là, mais certains insatisfaits, voilà, on va dire ça, je préfère prononcer le terme d'insatisfait. Quoi qu'on dise certains éternels insatisfaits, bien moi, je suis enchanté de voir ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille. Et surtout, je suis enchanté de voir ce que commence à mettre en place le tandem McCourt et Jacques-Henri Hérault. Et franchement, au départ, j'étais très dubitatif, très perplexe, très prudent. Mais là, je me permets un petit emballement parce que je pense vraiment que les indicateurs qui sont envoyés par cette nouvelle direction sont extrêmement positifs, tant en termes de choix d'hommes que de discours. Voilà. Donc, écoutez, je terminerai mon intervention sur cet élan d'optimisme parce que je considère que c'est vraiment un nouvel essor qui est en train de prendre notre OM, et j'espère sincèrement que ça débouchera ça débouchera à de grands bonheurs à venir, et pour très longtemps, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, on se retrouve prochainement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.